retour sur le plateau de la Tronche Info, place au focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous recevons notamment Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe. Bonsoir monsieur Coriolan. Bonsoir Harold. Vous occupez pas des détails techniques, c'est vous qui s'occupe de tout. Et tout va bien se passer. Bonsoir. Et vous? Très bien, on fait aller. À vos côtés, nous avons donc Rudy Manin qui est président de l'UNAR. Bonsoir monsieur Manin. Bonsoir monsieur Luce. Et vous allez bien vous monsieur Manin? Ça va, ça va. Et les compétitions sportives se portent bien? C'est un peu compliqué, chacun veut défendre son pain, mais on va y arriver. Normalement, le foot a une belle baguette, non? Une grosse baguette. Une grosse baguette, on l'espère en tout cas pour vous. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Guillaume Vince, qui est également une sentinelle Guadeloupe. Bonsoir monsieur Vince. Bonsoir monsieur Luce, ravi d'être sur ce plateau avec vous ce soir. Oh, de même. Votre premier passage, ambiance décontractée, vous connaissez un peu le concept, vous prenez la parole, on n'est pas obligé de vous la donner, vous prenez la parole, vous pouvez couper monsieur Coriolan si vous voulez, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Et nous avons également Kevin Rubris, qui lui est fondateur de Mon Agile. Bonsoir monsieur Rubris. Bonsoir. Alors, avant d'en venir au sujet qui fâche, je propose qu'on découvre effectivement l'activité de Monsieur Rubris, jeune entrepreneur. Alors, en quoi consiste Mon Agile? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors en fait, Mon Agile, donc, c'est pour mon assistant à la gestion immobilière locative. En fait, il s'agit tout simplement d'une application web et mobile qui permet en fait, de déléguer des tâches de gestion immobilière pour l'ensemble des gestionnaires de biens, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Quand vous parlez de déléguer des tâches, c'est-à-dire? Alors concrètement, on est parti du constat qu'il y a énormément de prestations telles que des états des lieux, des ménages, des enlèvements d'encombrants, de l'aide au déménagement, voilà, des petites tâches de ce type qui sont demandées par les gestionnaires de biens. Donc ça peut être des propriétaires bailleurs qui font de la location courte durée ou autre. Ça peut également être des notaires, des gestionnaires de biens tels que des agents immobiliers par exemple. Et ils souhaitent pouvoir déléguer ces tâches-là lorsqu'ils en ont besoin pour justement gagner en flexibilité dans leur gestion locative de tous les jours. Donc, mais on doit passer par vous ou comment? Par l'appli? Alors justement, on a conçu une application qui permet directement, 5 clics, de pouvoir commander sa prestation. Donc on choisit le lieu où on a de l'intervention, on choisit la date, l'heure, la prestation avec les caractéristiques qu'on souhaite apporter à cette prestation-là, et elle est transmise à l'ensemble de nos partenaires qui vont la réaliser selon les caractéristiques que vous avez définies, tout simplement. C'est un peu secrétariat 3.0. Hein. C'est un peu ça, en fait, on s'inspire de ce qui fonctionne, hein. On ne réinvente pas la roue, j'aime bien dire ce terme. On part du numérique qui est censé apporter sa pierre à l'ensemble des hommes. Hein. On essaie de faciliter vraiment la mise en relation en fait, entre les différents utilisateurs du domaine de l'immobilier grâce à cet outil justement numérique, un peu sur le modèle de tout ce qui est Blablacar, Deliveroo, des éléments de ce type qui justement facilitent la mise en relation entre les demandeurs de services et ceux qui vont les réaliser. Donc en gros, je peux ne rien ni connaître en immobilier. C'est ça. Ça fait partie des profils de personnes qui souhaitent utiliser l'outil. C'est-à-dire qu'ils souhaitent investir justement dans l'immobilier, mais ils ne sont pas forcément à l'aise, par exemple, avec des états des lieux ou avec certaines difficultés peut-être juridiques ou fiscales. Ils ont la possibilité, avec cet outil, de commander des prestations quand ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette prestation, on la commande, on n'en a pas besoin, on peut la faire soi-même ou déléguer à d'autres personnes, on peut également le faire. C'est vraiment pour gagner en flexibilité en fait, dans son utilisation, dans sa gestion au quotidien. D'accord, donc vous me mettez en relation, l'appli me mettra en relation avec un expert dans chaque domaine? C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de prestations, donc actuellement on a 14 prestations allant donc du diagnostic immobilier, j'ai parlé d'état des lieux, de déménagement, espace vert également. On augmente notre catalogue d'offres systématiquement en fonction des demandes de nos propres clients, puisqu'on co-construit en fait notre solution avec les utilisateurs. C'est eux qui nous disent on a besoin de telle prestation, et nous pouvons justement les prestataires pour pouvoir les faire. On les inscrit donc sur notre plateforme et derrière ils sont directement sollicités dès qu'il y a une demande de nos clients sur l'application web ou mobile. Donc, expert guadeloupéen? Alors justement aujourd'hui je suis ici parce que je lance l'application en Guadeloupe, également dans 2 autres départements, le Val d'Oise et l'Île-et-Vilaine où nous sommes implantés, et j'ai voulu en tant que Guadeloupéen, en tant que Marie Galantin pouvoir me lancer ici en tout premier lieu, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler de mon projet à l'ensemble des Guadeloupéens, autant les artisans pour leur dire, les artisans qualifiés bien sûr, puisqu'on a on fait une enquête sur ces derniers, mais leur dire de venir sur l'outil parce que ça peut être du chiffre d'affaires en plus pour eux, puisqu'ils n'ont aucune obligation en fait de réaliser les prestations, c'est au choix, c'est eux qui ont la possibilité d'accepter ou non la prestation. Et en même temps à l'ensemble des gestionnaires, puisqu'il y a hors période Covid, bien sûr, normalement au niveau touristique on a énormément de demandes avec notamment le saisonnier, c'est de pouvoir aider l'ensemble des gestionnaires aussi à gérer leurs biens au quotidien. Alors,
on imagine que vous êtes calé en immobilier. Est-ce qu'on est sur une phase où il serait bon de faire des acquisitions ? Alors calé en immobilier, je ne veux pas avoir la prétention de dire que je suis calé, puisque moi je me considère plus comme un développeur d'applications. J'ai tendance à vraiment faire la distinction entre les professionnels qui vont pouvoir parler juridique et autres. Moi j'ai conçu un outil numérique, donc je suis de formation dans l'électronique et les systèmes de télécommunication, donc rien à voir avec l'immobilier de base, mais c'est mon expérience personnelle qui m'a amené à me lancer dans ce projet-là. Donc j'ai mon avis sur la question, mais... on aimerait bien avoir votre avis sur la question. Même si c'est pas un avis d'expert, hein. Alors, On n'est pas, sur le tissu guadeloupéen, vous voulez dire? Alors, de ce que j'ai pu voir, effectivement, actuellement, tout le monde subit un peu la crise, mais il y a un manque de logement, en tout cas dans le domaine étudiant, parce que c'est celui que je connais un peu le mieux, et il faudrait qu'il y ait plus d'offres possibles pour... Donc il y a un marché sur les offres étudiantes. Oui, il y a un marché sur les offres étudiantes, et pas qu'en Guadeloupe, hein, c'est vraiment un secteur qui est en plein boom, qui est déjà depuis des années en plein essor. L'immobilier, c'est quand même le secteur préférentiel d'investissement des Français, que ce soit du locatif étudiant ou autre. Hein. Donc il y a toujours... On dit qu'investir sur la pierre, c'est fiable. Est-ce que c'est toujours aussi fiable alors on parle? Oui, ça reste, en tout cas selon mon avis, de pseudo-expert entre guillemets, oui, ça reste la valeur sûre. Il y a des besoins primaires, se loger en fait partie. Donc clairement, la pierre pour moi reste une valeur fiable. Oui, j'avais une petite question sur le fonctionnement de l'application. Les prestataires qui vont être référencés, est-ce que vous avez un mode de sélection? Comment le prestataire va être présent? Est-ce qu'il y aura plusieurs prestataires par catégorie possible et c'est après le client qui fait son choix en fonction des devis? Non, justement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Concrètement, comme je l'ai indiqué, nous avons co-construit la solution avec les utilisateurs. Donc d'un côté, nous avons travaillé avec les artisans pour comprendre leurs problématiques et ils ont avancé le fait qu'ils passent énormément de temps à faire des devis pour peu de taux de conversion en fait, de ces devis-là. Donc l'idée était de justement pouvoir sélectionner ces artisans, bien sûr, pour s'assurer de la qualité du travail, mais de leur garantir en fait, des prestations et une tarification du marché. Donc concrètement, on a étudié avec eux des tarifs pour rendre forfaitaire certaines prestations et permettre directement d'accéder à la demande de prestations sans nécessairement avoir de relation directe avec le client. Eux, ce qui leur importe, c'est que le chiffre d'affaires, la prestation soit assurée, donc qu'il soit garanti que les fonds soient disponibles, qu'ils aient un maximum d'informations concernant la prestation et que forcément ils s'y retrouvent au niveau de leurs finances. Et de l'autre côté, on a des gestionnaires qui veulent de la sécurité, s'assurer que la prestation soit faite selon leurs caractéristiques. Et pour ça, nous avons mis en place en fait un système qui leur permet de tout définir. Un peu sur le modèle d'un appel d'offres en fait, hein. C'est le demandeur qui impose plus ou moins ses règles et qui permet à l'ensemble de ceux qui répondent d'y répondre s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui c'est comme ça que cela fonctionne avec une sélection très pointue au niveau des artisans. Donc pour répondre clairement à la question, on a une enquête qui est effectuée sur ces derniers, à s'assurer bien sûr de la partie administrative, mais derrière on regarde également le côté le terme que j'utilise c'est underground, mais pour dire qu'on essaie d'avoir l'écho en fait du local. Hein. On nous demande aux artisans qui vivent dans la même zone, est-ce que vous avez des une vraie enquête quoi. Voilà, on essaie en tout cas de faire enquête de voisinage compris. Un peu, voilà, c'est ça. Donc ça prend du temps, donc puisqu'on comprend que pour mettre ce genre de système en place, il faut de la confiance, et c'est notre rôle aujourd'hui, d'où ma présence un peu de vous montrer patte blanche entre guillemets, pour dire qu'on a développé cet outil-là qui est déjà dans 3 départements. Aujourd'hui, on a près de 80 inscrits déjà sur notre outil, donc utilisateurs comme demandeurs comme gestionnaires, gestionnaires comme artisans, pour vous justement montrer que cet outil est actuellement utilisable, fonctionnel et que j'invite l'ensemble des Guadeloupéens à l'utiliser. Monsieur Mana. Oui, j'aurais juste aimé savoir, est-ce que ces prestations sont défiscalisables? Est-ce qu'on peut les déduire des impôts comme certains prestataires en ce qui concerne le nettoyage ou encore les espaces verts où on peut à 50% déduire ça de nos impôts? Totalement. En fait, concrètement, c'est l'ensemble des prestations que vous pourriez demander naturellement sans passer par l'application. En fait, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment la mise en relation, l'optimisation de cette chaîne entre le demandeur et celui qui va effectuer la prestation. Donc derrière, au niveau des
des règles de la défiscalisation justement pour déduire ça de ses charges, de ses charges, mais c'est toujours le même processus. Oui, mais tous les prestataires ne sont pas défiscalisables. Tous les prestataires ne le sont pas. Ma vraie question, c'est de savoir, est-ce que les prestataires que vous choisissez, que vous sélectionnez, est-ce qu'ils sont d'emblée défiscalisables? Alors non, ça derrière, il y a un travail à approfondir au niveau de ces choix de nos prestataires, et aujourd'hui justement on travaille sur ces thématiques. Ça aurait été sympa quand même. 7%, oui, c'est pas rien. Alors, oui, de toute façon, c'est comme je l'ai dit, on co-construit la solution. Constamment, on prend en compte ce type de remarques pour justement améliorer l'outil, et c'est un peu l'objectif clairement de ce démarrage dans 3 départements, c'est d'avoir le maximum de retours de nos utilisateurs pour pouvoir adapter ça. Donc on a pu créer la première version, puisqu'aujourd'hui c'est la version 1 de cet outil, avec les retours des artisans majoritairement. C'est eux qui ont pu nous donner leur retour, leur critique, et aujourd'hui c'est vraiment s'adapter au tissu local, avoir les retours de ces derniers pour pouvoir aussi modifier et proposer des prestations qui répondraient aux besoins en fait directs des locaux. Donc pense à l'aspect défiscalisation. Oui, ça, très important, le porte-monnaie, c'est la motivation numéro 1. Oui, la question c'est, vous vous arrêtez uniquement à la mise en relation, l'aspect financier, vous n'y arrivez pas du tout. Alors l'aspect financier, c'est par rapport au paiement. Oui. Oui, en fait, nous avons un module de paiement en fait sécurisé, puisque le process, c'est que lorsque la demande est effectuée par un gestionnaire, celle-ci est envoyée à l'ensemble de notre réseau. Lorsqu'une personne accepte donc la prestation, c'est-à-dire qu'elle répond aux critères, il est capable de faire la prestation et en temps et en heure souhaité par le gestionnaire, il y a une empreinte bancaire qui est effectuée afin justement de sécuriser en fait le prestataire par rapport à la prestation. Donc on effectue cette empreinte bancaire, il n'y a pas de paiement, c'est vraiment juste de s'assurer que les fonds soient présents. D'accord. Et derrière donc le prestataire peut réaliser la prestation, et par la suite il y a une notation bilatérale en fait effectuée entre les gestionnaires et le prestataire, et lorsque ces derniers les fonds sont débloqués et les personnes sont payées. Pour satisfaction. Voilà, l'idée c'est vraiment de garder cette confiance-là. Vous faites vraiment le tampon financier ou pas? C'est-à-dire l'empreinte bancaire qui prend l'empreinte bancaire? L'empreinte bancaire, c'est le système bancaire avec lequel on travaille. D'accord. Vous n'avez pas avancé de fonds? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancement. Vous êtes rémunéré comment? Alors aujourd'hui, nous avons un abonnement, c'est bien qu'il enchaîne. Ah non, mais c'était la prochaine question. Forcément, on veut savoir comment, si c'est bankable et comment c'est bankable. Oui, alors effectivement, nous avons un abonnement par rapport au logement qu'on souhaite intégrer dans notre profil, tout simplement qui permet avec cet abonnement, donc je peux me permettre de donner les tarifs. On peut y aller. C'est votre entreprise en fait. Donc c'est 20 € mensuels en fait, et avec cela on peut commander autant de prestations qu'on veut de manière limitée, sans engagement en fait. Donc on parle sur l'année, donc on est sur du... Alors sur l'année on a notre forfait justement annuel, moins cher, qui est à 100 € annuel. Et pour 100 € vous occupez de toutes mes mises en relation pour chaque démarche que j'ai à faire? C'est-à-dire que vous pouvez solliciter la prestation si vous en avez besoin, vous pouvez également la faire vous-même. C'est vraiment pour gagner cette flexibilité en fait qu'on a ce projet de Mon Agile, c'est de vous dire voilà, pour 100 €, quel que soit le moment dans l'année, quel que soit le jour, la date, l'heure, puisqu'on travaille également le dimanche, donc on a des prestataires qui sont prêts à travailler également le dimanche, vous pouvez trouver une solution pour votre souci, que ce soit un problème de... Alors aujourd'hui nous ne proposons pas encore les grosses œuvres. Donc ça demande quand même beaucoup plus de technicité puisqu'il y a des systèmes de devis. Donc ça viendra. Bien sûr, c'est en bonne voie. Aujourd'hui, donc c'est plus des prestations qui peuvent être forfaitisables, si je peux dire ça comme ça, en tout cas avec des prix forfaitaires. Et donc à partir du besoin de chacun, on a la possibilité de demander ces prestations quand on le souhaite, et cela à n'importe quel moment dans l'année. Merci, en tout cas vous êtes un bon VRP, vous êtes un bon commercial. Ah ouais. Il y a la maîtrise, de son produit. Merci. Au moins ça, on ne peut pas vous le reprocher. Bon, merci, après, je vais m'attarder quand même, vous avez parlé du marché étudiant, donc, qui serait assez porteur. Oui. Bizarrement, on entend plus parler toujours d'investissement pour de la location touristique, comme quoi c'est beaucoup plus rentable. Alors moi je vais parler comme j'ai dit, pseudo-expert entre guillemets, moi je vais parler de ma propre expérience. Moi j'ai acquis
acquis un logement T7 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, donc juste à côté de la fac. Donc j'ai 6 chambres étudiantes que je loue. Et aujourd'hui, force est de constater que le business model que j'ai mis en place par rapport à ce logement-là. Ah, mais quand on a 6 étudiants. C'est pour ça que je parle bien de la location étudiante. Il y a des modèles à mettre en place, c'est comme tout, il y a des choses à voir, à planifier, à anticiper. Dans le cas de mon expérience, je sais que c'est un domaine qui est porteur. C'est l'emplacement du bien, le type de bien et derrière les prestations que l'on propose. D'accord. C'est un peu ça. Monsieur. Oui, souvent l'inquiétude du consommateur, c'est de se poser la question, est-ce que sa prestation sera correcte? Quelle garantie vous offrez, puisque vous sélectionnez les prestataires en amont? Comment le consommateur peut se dire que, attention, ils ont sélectionné le prestataire. Une garantie, quoi. Voilà, quelle garantie j'ai que c'est un bon prestataire? Comment vous faites cette sélection? Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais répondre en 2 points. Le premier point, c'est par rapport à la vérification donc, de la prestation. Ça va un peu dans le sens de votre question. Aujourd'hui, lors de la validation de la prestation, donc de la notation bilatérale, s'il y a le moindre souci, en fait, que ce soit au niveau du prestataire que du client, il y a la notation donc négative. Donc, voilà, c'est ce qui permet de bloquer le paiement et de traiter au cas par cas donc la prestation qui a été réalisée. Donc dans le cas où il y a eu un souci, par exemple, nous avons des partenaires premium avec lesquels nous avons travaillé justement dès la création de l'outil, qui sont garants en fait de la qualité de la prestation. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer, donc ça c'est aux frais de notre société, pour garantir que la prestation a été effectuée correctement s'il y a eu mécontentement du côté du client. Vous avez carrément des personnes qui contrôlent les prestations? Alors, si besoin. C'est-à-dire que uniquement dans le cas où le client indique qu'il y a un mécontentement, donc directement dans l'application, il y a un champ qui apparaît dès qu'il y a une note inférieure à 2, parce que c'est sur 5 étoiles. Dès qu'il y a une note inférieure à 2, on demande quel est le problème. Donc le gestionnaire indique, mais je sais pas, le travail a mal été effectué. Derrière, nous avons quelqu'un qui est spécialisé dans la prestation qui est en question. C'est-à-dire par exemple le ménage, je prends l'exemple du ménage, mais si le ménage a mal été effectué, on a quelqu'un qui fait partie de nos partenaires de la première heure, qui va se rendre sur le lieu de l'intervention pour certifier que le travail a été fait ou mal fait et corriger si nécessaire. Donc on s'arrête sur toutes les prestations physiques, donc tout ce qui est conseil juridique, estimation et autres, nous ne gérons pas cette partie-là, mais tout ce qui est état des lieux, espace vert, ménage, et toutes les prestations vraiment physiques, on a des partenaires premium, c'est comme ça que nous les nommons, avec qui nous travaillons et vers qui nous appuyons, sur lesquels nous appuyons pour pouvoir s'assurer des prestations. Et dernier point par rapport aux prestataires, à la qualité des prestataires, et comme j'ai dit, derrière c'est une enquête qui nous permet aussi de définir si le prestataire est correct ou non. Et le système de notation également nous permet de systématiquement pouvoir corréler en fait les informations fournies par les 2 types d'utilisateurs dans notre plateforme. Il faut pouvoir s'assurer que nos gestionnaires proposent des prestations, demandent des prestations qui sont en accord avec ce qu'ils ont indiqué sur leur profil. Typiquement, je demande un ménage pour un T2 alors que j'ai un T5. Derrière, c'est le prestataire qui est lésé. Donc, il faut toujours systématiquement regarder les 2 avis et pouvoir justement jouer les garde-fous en fait par rapport à notre solution afin de garantir que tout le monde soit gagnant et garde confiance en fait en notre outil. Parce que la satisfaction client c'est quand même c'est important effectivement. C'est important, mais il n'empêche que je tiens quand même à souligner que sans nos artisans, sans nos partenaires artisans, entrepreneurs, nous ne sommes pas grand-chose parce que c'est de la mise en relation. Il faut également garantir leur sécurité également. Ils ne travaillent pas pour rien. C'est vraiment pour ça que nous avons mis en place ce système bilatéral qui pour nous est primordial en fait, pour garantir le bon fonctionnement de l'outil. Merci en tout cas Monsieur Rubris de nous avoir présenté donc votre entreprise, Mon Agile, donc l'application de toute façon est disponible, téléchargeable simplement. Voilà, sur www.monagile.fr, donc le site internet et sur des différents stores. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter.
Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'actualité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, mais ces temps-ci, il y a énormément de publicité sur la Guadeloupe au niveau national. Même les hexagonaux vous diront que jamais ils n'ont vu autant de publicité en notre faveur sur une si courte période. Ce week-end, on a eu droit quand même à 2 reportages au national, donc un sur France 5, Échappée belle, qui était un peu plus axé sur la cuisine, et on avait un autre reportage sur TF1, 50 minutes inside, un peu plus bling bling. Qui est-ce qui m'a dit bling bling? Un peu plus bling bling, effectivement, sur le tourisme un peu plus luxueux, vu que les adresses qu'on nous a proposées sont particulièrement coûteuses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces opérations, communication, marketing? C'est une bonne chose, mauvaise chose? Comment vous le voyez, Monsieur Mana? De manière générale, ce que je remarque, c'est qu'en cette période de Covid, où on impose des vaccins, presque, Bientôt. puisqu'il va falloir les prendre pour voyager, presque, où on teste les enfants, ok? On se dit, la Guadeloupe est la destination De rêve. de rêve et de référence. On se dit, on ne va pas au ski, mais on va en Guadeloupe. Je me pose des questions sur cette démarche, je ne comprends pas trop. Et comme par hasard, on ne fait pas la publicité des petits. On ne fait pas la publicité des petits commerçants guadeloupéens. On ne fait pas la publicité des petites entreprises, des petits restaurants guadeloupéens. On fait la publicité de ce qui est très cher en Guadeloupe. Sur une émission, pas sur l'autre. Oui, voilà. C'est vrai, il faut qu'on fasse le distinguo. Au moins sur une émission. Sur une des émissions. Je n'arrive pas pour l'instant à sortir une conclusion réelle de tout ça. J'essaie de comprendre. Je pose des questions. Est-ce que ça vous paraît logique, tout ce qui est en train de se passer? C'est un peu particulier. C'est un peu particulier puisque, vous voyez bien, hein, on impose des vaccins, on est une île. On est une île. Si on voulait circonscrire quelque chose, on se dirait, on vient en vase clos, on ferme tout, on est une île. On fait une super publicité pour que tout le monde rentre et on est une île. Donc il y a un problème. Il y a un truc qui correspond pas. C'est pas clair pour vous tous. C'est pas du tout clair. D'autant plus que les jeunes que j'ai à l'UNAR, moi je suis président de l'UNAR, je les vois fonctionner. Les jeunes que je vois au collège, l'UNAR a son terrain juste derrière un collège, entre 2 écoles, le plus grand groupe scolaire primaire de la Guadeloupe, qui a été construit et mis en œuvre dernièrement par la mairie des Abîmes, plus le collège du Rézé. On est enclavé entre ces deux-là. On voit les jeunes fonctionner. Il n'y a ni masque, ni geste barrière, ni rien. Et on fait une publicité pour que tout le monde rentre. C'est à se poser des questions. Monsieur Coriolan. J'ai pas vu le reportage, mais c'est quand même surprenant. Le reportage est destiné à qui? Parce que c'est fermé. C'est ce qui est un peu paradoxal. Non, logique, je veux dire, la logique voudrait que tel reportage ait pour but de booster le tourisme. Or, je crois qu'il y a des motifs impérieux qui ont été mis en place. Donc c'est peut-être une commande qui avait été passée. Bref, mais enfin, c'est quand même bizarre qu'il y ait un reportage comme ça, alors que les Français hexagonaux ne peuvent pas venir en Guadeloupe. J'avoue ils viendront après ce bordel, ils viendront après ce délire. Non, mais sérieusement, puisqu'on n'a pas trop compris, puisqu'effectivement, là, on leur a demandé de se rapatrier, justement, de rentrer en hexagone. Je crois qu'ils ont d'ailleurs jusqu'à la fin de cette semaine pour rentrer. Effectivement, on a des motifs impérieux qui viennent par la suite, mais dans le même temps, on a beaucoup de communication. Oui, un super reportage pour dire venez en Guadeloupe, sauf que vous ne pouvez pas, en fait, bon. Vous pouvez pas. Mais c'est comme tout depuis le début, mais bon, vous l'avez compris, moi, on a une vision particulière de cette crise-là. Et bon, voilà, s'il y a possibilité que le tourisme rapporte quelque chose en Guadeloupe, à condition qu'on soit très strict sur les contrôles et tout, je ne vois pas d'opposition. À une condition qu'on ouvre aussi pour la culture guadeloupéenne. Aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai entendu que M. Vial-Collet se bat et il a raison. Il se bat pour l'arrêt des motifs impérieux. Il se bat pour son beefsteak. Mais qui se bat aujourd'hui pour le beefsteak des citoyens guadeloupéens? Vial-Collet a raison de demander, parce qu'aujourd'hui, statistiquement et au niveau sanitaire, on regarde les chiffres, il n'y a pas d'épidémie réelle en Guadeloupe. On regarde les derniers chiffres, les 3 dernières semaines de la préfecture. On peut même aller, l'incidence. Les 5, 6, 7 dernières semaines, depuis décembre, stable. Bon, donc ça veut dire aujourd'hui, mais qui va dire aux Guadeloupéens, au préfet, à l'ARS, écoutez, arrêtez de mettre la pression sur notre population.
Monsieur Vial-Collet, effectivement, il dit moi je veux. Je ne l'ai pas beaucoup entendu l'année dernière, mais là, il dit je ne vois pas les raisons scientifiques de garder. Il a raison. Moi, je veux entendre les responsables politiques dire il n'y a pas de raison statistique et scientifique de continuer à mettre les Guadeloupéens masqués, à continuer à foutre des procès-verbaux de 135 € en pleine rue, parce que ça n'existe scientifiquement, il n'y a aucune preuve. J'aimerais bien que si c'est Vial-Collet qui prend le combat, qu'il le prenne jusqu'au bout et qu'il défende aussi les citoyens. Avec qu'il défende, qu'il enlève les motifs impérieux, qu'il se batte pour les motifs impérieux. Il veut descendre dans la rue, j'ai entendu. Qu'il descende dans la rue pour les motifs impérieux qu'il faut lever pour le voyage ici. J'accompagne, mais aussi, on ne peut plus faire le carnaval. Mais quelques. On ne peut pas faire le carnaval, mais le carnaval se fait quand même. Un petit peu, mais bon, on aurait pu faire ça. Non, c'est sûr. Mais on aurait pu. Les Martiniquais ont quand même montré qu'il y avait moyen de faire des choses. Alors, tout le monde est silencieux et voilà. Donc il y a des gens qui se battent. Je me demande juste qui se bat pour les citoyens, pour la population globale. Ceci dit, les Guadeloupéens, ils contournent. Mais est-ce que tout le monde n'est pas un peu dans un jeu de... Cette frustration qu'on leur impose, ils contournent. Et comme vous dites, il y a le carnaval. Vous êtes à côté de n'importe quelle campagne, vous entendez les gars se réunir et vous passez, vous voyez 200 voitures et vous dites mais qu'est-ce qu'il y a là? Ils vous disent c'est un groupe, on s'amuse, on fait le carnaval dans la campagne. C'est magnifique. C'est vrai. Monsieur Vince, avant la coupure pub. Oui, alors juste pour revenir sur ces émissions, moi donc j'ai pas vu celle de TF1 Bling Bling, mais j'ai vu celle de France 5 d'Échappée Belle. Alors je crois quand même qu'il faut repréciser que je pense que c'est un mauvais timing. Les émissions de télé et les programmes sont faits longtemps à l'avance, donc les chaînes avaient programmé ça. Ils auraient peut-être dû reprogrammer pour le coup parce que ça tombe vraiment mal. Oui, mais bon, voilà, c'est tombé. Il y avait besoin de faire les sujets. Par rapport à ce qu'a dit Monsieur Manin, quand même, sur l'autre émission, on a parlé des petits producteurs. C'est vraiment désopposé. Oui, on est vraiment allé dans des petits endroits. On a parlé que ce soit Vanibel, que ce soit des restaurateurs sur Saint-François avec des spécialités indiennes, etc. Donc l'émission était complètement différente dans le cas d'Échappée Belle. Après, effectivement, c'est tombé sur un mauvais timing. On le sait aujourd'hui. Comme l'a dit Eric, ce sera pour plus tard. De toute façon, c'est toujours très important qu'on ait cette image. En plus, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Les autres années, c'est le comité du tourisme qui doit financer de grosses campagnes. Des grosses campagnes de publicité à la télé qui donnent envie de venir. Mais je crois que M. Vial-Collet a remplacé le CTIJ. Petite boutade, mais je crois qu'il a... Parce qu'il œuvre beaucoup en ce moment pour le tourisme. Et il a remplacé le CTIG, la région, le département, tout le monde. Sur le plan de vie économique. Voilà. Et Guillaume, sans vouloir te couper, qu'est-ce qui est gratuit? La campagne de pub. Les émissions... Mais rien n'est gratuit, on le sait très bien. Oui, rien n'est gratuit. En réalité, c'est gratuit pour la Guadeloupe, pour le CTG. Oui. Mais qui paye? C'est ça la vraie question. Là, en l'occurrence, c'est les chaînes de télé qui payent. C'est la qui achètent les émissions, qui payent à la production des... Tu penses que ça... Qui paye? Regardez les sponsors en fin d'émission. Qui paye? On ne s'est jamais posé la question. Qui paye? En tout cas, qui a intérêt à avoir ça? J'aime beaucoup. Comme dirait l'inspecteur Colombo souvent qu'on a regardé, à qui profite le crime? Léo Biengali. Pour faire juste une petite parenthèse sur les motifs impérieux, on en parle beaucoup dans le sens pour venir chez nous, mais je crois qu'on oublie aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, Guadeloupéens qui vivons en Guadeloupe, sommes aussi soumis à motifs impérieux pour voyager. Et là, par contre, moi, ça me pose un gros problème d'un point de vue juridique et constitutionnel. Nous sommes une région française, nous sommes sous les mêmes lois. Il n'y a pas de continuité territoriale, Monsieur Vince. Mais c'est pas normal. Mais je sais. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, j'habite à Lille, je suis dans une région qui est touchée par le Covid, j'ai envie d'aller dans le sud de la France, je peux y aller sans aucun problème, on ne me l'interdit pas. Et nous qui sommes aujourd'hui sur une île, on peut faire le comparatif avec la Corse, on peut faire le comparatif avec l'île de Ré, on peut faire... Voilà. Et nous, aujourd'hui, on est soumis à motifs impérieux, y compris pour partir. Mais on est même soumis à motifs impérieux. Bon, ils l'ont levé aujourd'hui, mais entre Saint-Martin et Saint-Barth, les motifs impérieux étaient réclamés. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, mais c'est pour voir un peu à quel niveau de prise de décision on peut arriver. Ouais. On va pas utiliser de qualificatif pour ça. On marche une petite coupure de publicité, on revient tout de suite après.
chef du plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de nos invités, à savoir Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. Il est en compagnie de Guillaume Vince, également une Sentinelle Guadeloupe. Nous avons également Rudy Manin, qui est président de l'UNAR, et Kevin Rubris, fondateur de Mon Agile. Et avant d'en passer au nouveau protocole sanitaire justement qui est mis en place pour les écoles, visiblement les masques de catégorie 1 seulement seront acceptés. On va en discuter. Non, parce que dans le reportage de 50 Minutes Inside, alors je vous mets au défi de répondre à cette question. Où se trouve le petit Saint-Tropez en Guadeloupe? Où se trouve le petit Saint-Tropez? Puisqu'apparemment, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, on appelle quelque chose ici, enfin un endroit ici, le petit Saint-Tropez. Saint-François? La marine Non. Non. Les Saintes? Voilà. Les Saintes. Tu as dit ça parce que tu connais ou... Non, j'ai juste analysé. Tu as fait une déduction logique. Oui, parce qu'on me dit que... Ah ben, visiblement, les Saintes s'appellent le petit Saint-Tropez. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas de quand, mais visiblement, les Saintes, c'est le petit Saint-Tropez. Et la Toubana, c'est la perle rare des Antilles. Ça va pour tout le monde? Bon, j'arrête. Mais bon, j'ai souligné des petits trucs comme ça dans l'émission. Ça m'a amusé intérieurement. On appelle ça des phrases choc. Ah ouais, mais ça m'a choqué. Ah, pour le coup, ça m'a bouleversé. Et il manque quelques boîtes de nuit au Saint pour être le petit Saint-Tropez quand même. Mais il manque beaucoup de choses pour être le petit Saint-Tropez. En même temps, ouais, en fait, je vois pas vraiment sur quelle base en fait on fait le rapport. J'arrive pas trop. C'est encore la preuve qu'on décide vraiment de rien ici. C'est dingue, moi je me suis dit c'est dingue. Je me suis dit mais qui a voté pour le petit Saint-Tropez? C'est les Saintes. Non, c'est une appellation sympathique, peut-être qui est sortie de la tête de quelqu'un. Je doute pas. C'est non. Moi je me retrouve pas là-dedans. Désolé. Bon, alors, on a un nouveau protocole de sécurité dans les écoles. Donc à côté d'aujourd'hui, les masques de catégorie 1 sont obligatoires. Avant de parler des masques, Eric avait soulevé une problématique la semaine dernière, la mise en place des tests pour les collégiens. Tu as fait circuler justement la demande à effectuer auprès des parents, donc le formulaire à remplir par les parents et à retourner à l'école. Dans la semaine, on a interrogé le préfet pendant le point Covid, et c'est là qu'on a appris en fait, il nous a dit que en fait le protocole était déjà mis en place depuis une dizaine de jours et que lui, pas demander toi bitin, c'est de voir avec le rectorat finalement. Donc vous avez été tenu informé comment? Vous avez reçu un courrier comme ça ou on vous a alerté auparavant pour dire... Non, c'est un parent qui m'a envoyé, ça circulait sur les réseaux, hein. Mais un parent m'a envoyé le courrier du rectorat disant qu'il allait y avoir des tests, le document qu'on a, c'est l'autorisation, le modèle d'autorisation qu'on demande aux parents pour permettre, pour les enfants mineurs en tout cas, de faire des tests PCR sur leurs enfants. Donc c'est abject. Parce que simplement, il n'y a pas de situation épidémique en Guadeloupe aujourd'hui. Et ces tests-là, comme ils l'avaient fait avant décembre, parce que les Guadeloupéens, Madame Denuc, ça a beau dire ce qu'elle veut, les Guadeloupéens ont vraiment freiné les tests. Ce qui fait que la Guadeloupe est le seul département qui n'a jamais été reconfiné. Et ça doit emmerder quelques-uns. Et on a l'exemple de Mayotte, où c'est le même protocole qui a été mis en place. Ils se sont fait avoir. Hein. Ils ont testé massivement dans les écoles, lycées. Mayotte est passé de 30 cas en moyenne par jour à 415 cas et confinement. Donc on a alerté les gens. Après, si les gens trouvent ça agréable de faire introduire une tige dans les fosses nasales de leurs enfants. Après, nous, on fait des alertes, on informe les gens, hein, mais on en est à un point où les gens sont encore libres de choisir pour leurs enfants. On informe juste. Et on informe que ces tests PCR n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire monter le taux d'incidence. Ça veut dire que ces tests PCR produisent une chose, c'est des cas, des présences de virus, y compris des virus morts. Donc, on parle bien de cas, hein. On ne parle pas de personnes. Oui, bien malades. sûr, bien sûr. On parle uniquement de cas. Mais c'est une vaste fumisterie. Et donc, on ne s'est pas fait avoir en Guadeloupe, c'est pour ça qu'on n'a pas été en confinement. Donc, si vous voulez retrouver le confinement, allez-y, faites tester vos enfants en masse.
Et vous allez entendre parler de confinement. Mais de toute façon, on maintient ce qu'on a dit depuis fin novembre, et on le dit à nouveau à M. Rochat et Mme Lenux. Nous, modestement de là où nous sommes, il n'y aura pas de reconfinement en Guadeloupe. Si jamais il y a une envie de reconfinement, on appellera à la désobéissance civile. On l'a dit en décembre, on l'a dit en novembre, et il est maintenu. Pour nous, c'est de l'histoire ancienne. D'accord ? Il faut faire attention, un minimum, parce que il y a un virus qui circule, qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Ok ? Donc on ne dit pas aux gens, partez, faites n'importe quoi dans la rue. Je pense que les Guadeloupéens sont suffisamment responsables. Il faut arrêter cette infantilisation, mais on n'acceptera pas. Et on le dit, on prend nos responsabilités, on va militer, on va sur les réseaux comme on le fait, on circule assez bien sur les réseaux, on va militer si jamais il y a une intention de reconfinement, même s'ils arrivent à faire tester les enfants, on va appeler à la désobéissance civile. Et je vais compléter ce que dit Eric, d'autant plus sur cette partie confinement. On l'a très bien vu dans nos chiffres entre la Guadeloupe et la Martinique. En septembre, lorsque nous avons eu le pic en Guadeloupe, 15 jours après, nous avions divisé le taux d'incidence par 2, sans aucun confinement. En Martinique, qui a été confinée au moment de son plus haut taux fin octobre, pareil, 15 jours après, même chiffre, divisé par 2. Donc ça prouve bien que l'un ou sans l'autre, ça revient strictement. On ne sait même pas s'il y a vraiment de corrélation entre toutes les mesures de sécurité. En tout cas, c'était pas forcément nécessaire. Et pour revenir sur les tests aussi à l'école, avant même peut-être le confinement, moi, ce qui m'inquiète plus, et la rectrice d'académie l'a évoqué aujourd'hui dans une intervention sur une radio, c'est que je pense que le risque qui va arriver en premier serait d'imposer le masque au niveau de l'école primaire, donc de 6 à 11 ans, puisque aujourd'hui, encore une exception guadeloupéenne, contrairement, nous n'avons pas cette obligation. D'ailleurs, pour vous, c'est temporaire. On va y aller. Avec ce type de mesures, en testant et en faisant remonter ce taux d'incidence qui aujourd'hui est le seul outil utilisé encore statistiquement dans certaines mesures, oui, automatiquement, il faudra bien, on va dire, ça y est, on a fait remonter le nombre de cas. Sauf que moi, ce que je regarde, et c'est beaucoup plus parlant que le taux d'incidence, c'est le taux de positivité. C'est celui-ci qui donne la réalité. Aujourd'hui, ce taux de positivité, depuis début décembre, il est en dessous de 2%. Il n'a pas bougé. Alors que le taux l'ARS, alors là, on va leur parler franchement, puisque sur le taux de positivité, très précisément, chaque semaine, je dois faire des rectificatifs sur les calculs de l'ARS, puisqu'en fait, ils ont trouvé un compte assez particulier qui consiste à prendre des cas positifs de Guadeloupe, prendre les cas positifs de Guadeloupéens qui ne sont pas en Guadeloupe, et prendre tout ça et calculer le taux d'incidence avec. Et ce qui augmente en général le taux d'1 point, et un point qui n'est pas réel en fait. Les personnes hors de Guadeloupe n'ont pas à être comptabilisées dans les comptes guadeloupéens. Aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués, c'est devenu une bouillie de chiffres. Il y a des chiffres dans tous les sens avec des abréviations de tel truc qui a été pris en compte. Bref. Mais quand on les regarde quand même un petit peu comme vous, avec un peu plus de recul, on voit qu'effectivement, depuis début décembre, ça n'a pas bougé. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? On est passé, comme le disait Eric, à début décembre à 1200 tests par semaine. On est remonté à mi-janvier à 4500 tests. Exact. Donc, avec le même taux, forcément, on se retrouve avec 30-40 personnes de plus par semaine qui sont testées positives et donc qui influent sur ce fameux taux d'incidence. Donc, avec les enfants, il va se passer la même chose. Et puis il y a une chose, on en parlait, l'ARS n'a toujours pas indiqué si elle applique les recommandations de l'OMS début janvier, qui demande de baisser le nombre de cycles. L'OMS a recommandé pour les tests PCR. Pour les on tests les attend PCR. en conférence. Donc, de toute façon, aujourd'hui, alors c'est très technique pour les gens, c'est pour ça que moi, je n'aime pas, et on essaie de rester le plus simplement pour expliquer aux gens que ce qui se passe en fait, c'est que ce sont des statistiques. C'est une fausse impression de pandémie que l'on donne avec ces chiffres-là. Et c'est basique, c'est le bon sens. Sortez dans la rue, regardez si vous êtes en pandémie. Alors, on va se tourner vers M. Rubris. Oui. M. Rubris qui apparemment, a priori, n'est pas complotiste comme M. Coriolan. Vous embête, M. Coriolan. Donc, M. Rubris, oui. Est-ce que vous comprenez déjà l'analyse Oui, je la comprends, c'est assez clair, je pense, mais moi je vis en métropole, donc j'ai une analyse un peu différente. Je pense que je ne connais pas suffisamment le tissu guadeloupéen pour pouvoir parler, mais de ce que j'ai pu voir concrètement, il y a quand même pandémie, il y a quelque chose, il y a des gens qui sont malades, moi j'en connais. On n'en dit qu'on vient pas, il y a une maladie qui circule.
derrière, effectivement, cet aspect chiffre qui voilà, course aux chiffres, à faire augmenter, ça je comprends très bien. Derrière, c'est où mettre le curseur en fait entre la sécurité et la prévention à mettre en place, donc avec quand même des chiffres qui nous permettraient de fixer des limites. Donc parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. À partir de tels chiffres, il faut décider de quel curseur. Est-ce que ce curseur est bien positionné? Et ça, c'est toujours très c'est subjectif. Donc au final, il y a des gens qui peuvent être entre guillemets complotistes, comme vous avez dit, qui peuvent dire ça c'est exagéré, alors que d'autres disent mais non, c'est peut-être pas suffisant. Donc c'est toujours compliqué de se positionner par rapport à ce genre de débat. Je pense que ça reste quand même un discours de spécialiste. On peut essayer de mais vous, en tant que concitoyen, est-ce que vous avez peur du Covid? Est-ce que vous sentez que vous devez vous mettre une certaine pression et vivre dans une pression permanente par rapport à cette maladie? Alors, c'est une question quand même un peu compliquée, parce qu'en tant que concitoyen, moi, oui, j'en ai peur, je veux dire clairement. Je l'ai eu, clairement, et vu ce que c'est, clairement, je préférerais ne pas le réavoir. Et pourtant, on a des maladies exotiques ici, entre la dengue, le chikungunya ou autre. Oui, le Covid, clairement, ça a été quelque chose qui me concerne, encore une fois. C'est très compliqué à vivre, donc aujourd'hui, j'aimerais éviter de le réavoir. Mais après, on doit vivre, et on doit apprendre notamment à vivre avec, donc effectivement, des gestes barrières, on doit faire attention. On est là sur le plateau, pourtant, on n'a pas psychose, quoi. On a à peu près le mètre. Bon, ça va passer à 2 mètres, ça va être compliqué. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre. Et c'est un peu là le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à nous pousser à rester chez nous, à bosser et rentrer à la maison, être confinés, à nous empêcher de vivre parce qu'on ne peut plus travailler, on n'a plus les moyens de voyager, on nous empêche de voyager également. Et ça, c'est problématique. Donc, trouver le curseur, je ne suis pas certain que ça soit une tâche aisée, et c'est à des spécialistes, je pense, ils ont l'air d'être beaucoup plus spécialisés. Ils sont personnages de la société civile qui se renseignent. En fait, c'est très bien justement de pouvoir regarder et de corréler un peu les informations. C'est le travail de tout citoyen d'ailleurs de s'informer et d'essayer de comprendre. Et si on n'a pas les infos, de chercher justement à les avoir. En tout cas, pour mon cas, je suis partisan du plus de prudence que moi, en fait, c'est tout. Donc j'ai tendance quand même à me dire je peux mettre un masque, si ça ne me pose pas de problème, autant le mettre. Si c'est dérangeant là par contre, je vais m'assurer que ça vaut vraiment le coup de continuer à le mettre. C'est-à-dire que je vais m'assurer, faire mes propres recherches et essayer de trouver les informations là où elles sont et de corroborer en fait avec d'autres, de recouper les informations, essayer de démêler le vrai du faux. Mais c'est jamais facile, donc c'est compliqué même pour un citoyen comme moi qui ne connaît pas forcément le domaine en détail, d'avoir un avis tranché sur. Alors si vous êtes venu ici, vous avez passé le test PCR. Oui, j'ai même passé plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Ça vous dérange pas chaque fois de prendre l'avion Si, bien sûr. Ça vous dérangerait pas d'avoir... Ah non, mais clairement. C'est pour ça que je ne sors pas d'ici. Oui. Justement, je dois le repasser bientôt pour repartir en métropole. Oui, c'est... Non. A priori, jusqu'à aujourd'hui, non, il n'y a pas de test PCR pour aller vers l'Hexagone. C'est vrai? Oui. Pourtant, c'est pas ce que j'ai reçu de mon... C'est une erreur des compagnies aériennes qui considèrent les Outre-mer comme des territoires internationaux, et donc ils ont des messages automatiques. Voilà. Mais non, je vous le certifie, vous allez sur le site de la préfecture qui est à jour, et vous n'avez pas besoin de test PCR pour retourner à Paris. On peut faire passer le message à l'antenne pour tous ceux qui seraient concernés. C'est une bonne information. Ça a le mérite d'être clair. Alors, on arrive à terme. Juste pour dire, mais rapidement sur ce que disait Kevin, il est l'exemple concret de la majorité, enfin d'une bonne partie des citoyens. Les gens sont embarqués, il développe des choses, il est dans son business, et il n'a pas le temps de s'inquiéter de ce genre de choses, même pas de s'informer. Il fait confiance à l'État. Et c'est là que le problème se pose. L'État n'est pas censé nous vouloir du mal. Mais en termes d'information que tout le monde peut vérifier, quand on voit qu'en Allemagne, le gouvernement a payé des scientifiques pour exagérer, créer un climat de peur, ça a été publié dans un très grand journal allemand. On aura notre part de scandale aussi. Il y a des choses quand même bizarres. Donc il y a un usage politique qui est fait. Alors tout le monde n'a pas le temps de s'arrêter, de fouiller les informations. Il y a des citoyens qui fouillent, on les appelle complotistes ou pas, mais il y a des choses qui sont surréalistes et c'est ce qu'on dénonce. Monsieur Mana. Oui. Avant tout, franchement, je suis heureux d'être là parce que je voudrais féliciter le travail
sincèrement, que fait Sentinelle. Ah non, mais non. Sincèrement, et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'informer, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps d'aller voir ailleurs. Les choses sont un peu compliquées. Trouver l'information qu'il faut là où il faut vraiment fouiller. Il faut aller sur des sites forcément qui ne sont pas forcément français, etc. Et je trouve que Sentinelle Guadeloupe fait un vrai travail. On peut ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais quelque part, il y a un vrai travail qui est fait, il y a une vraie recherche qui est faite. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec le docteur Taharmalin la dernière fois, quand Éric Coriolan a su le contredire, et il était perdu. On a eu des balayettes en direct, c'était magnifique. Balayettes en direct. Donc, franchement, je suis heureux d'avoir cela. Et le pire dans l'histoire, c'est que dans les faits, dans la vie de tous les jours, tout ça n'est pas mis en œuvre. Toutes ces histoires de masques, de ci, de ça, c'est pas mis en œuvre. Mais personne ne dit rien. Mais c'est pas mis en œuvre que chez les citoyens. C'est pas mis en œuvre par les autorités non plus. Combien de fois j'ai vu des policiers, ils sont entre eux, ils n'ont pas de masque, des gendarmes, etc. C'est pas mis en œuvre. C'est pas mis en œuvre. Pour autant, on n'a pas d'épidémie, donc c'est que ça ne sert à rien. Alors, je ne sais pas si on a une épidémie ou pas, mais moi je parle de faits, ce que je vois. Si on doit se caler sur les chiffres là maintenant, pas d'épidémie. Oui, mais au-delà, les chiffres, il y a une bataille. Mais quelle est la réalité? Les gens ne respectent pas ça, que ce soit le pouvoir ou non. Ça c'est vrai. Okay? Deuxièmement, il y a autre chose. Quand il y a une épidémie de dengue en Guadeloupe, sincèrement, vous avez toujours quelqu'un que vous connaissez qui a la dengue, qui est chez lui. Vous avez une épidémie de chikungunya. Encore maintenant, la personne vous dit qu'il y a 2 ans, j'ai eu le chikungunya, j'ai encore mal aux cuisses, j'ai encore mal assis, et etc. Je ne connais toujours personne en Guadeloupe qui a eu. Alors, j'en connais qui ont eu mais regardez, monsieur. J'en connais une, on a eu Chica Canal et c'est la seule personne. Regardez monsieur Kevin Goudris, il vous dit. Oui, mais il était en Hexagone. Attendez. Il vous dit qu'il a eu le Covid. 99,7% en France, 99,8% en Angleterre, 99,8% quel endroit sont guéris. C'est vrai. Il est là, il est guéri. C'est vrai. Alors, on est en train de peut-être faire en sorte, c'est en Guadeloupe ça, sauce là, écoutez-nous, pichet qui poisson là. Faut nous arrêter aussi, posez-nous les bonnes questions. On est en train de se priver de toutes les libertés. Moi, je vous dis, hein, je le vois dans le football. U17, c'est-à-dire les jeunes qui ont 17 ans dans l'année civile à partir de janvier. U19, les jeunes qui ont 19 ans à partir du 1er janvier dans l'année civile. OK? J'ai jamais eu autant de jeunes à cran. Les gens sont énervés. Les gens sont à cran, ils s'insultent. Alors que le football, si vous voulez, ou toute autre activité physique, est un exutoire. C'était censé agir pour la cohésion sociale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les gens n'en peuvent plus. Ils ne sortent pas le soir, ils n'en peuvent plus. Alors, il faut vraiment se poser la question, est-ce que cette épidémie, si elle existe, je pense qu'elle existe, mais je ne vais pas remettre en doute, mais disons, est-ce que cette épidémie vaut vraiment la peine qu'on soit dans cette situation qui tue l'économie, qui nous pose des problèmes, et pourtant personne ne respecte. En Guadeloupe, ça se passe bien, parce que quelque part, les gens ne respectent pas vraiment. J'aime beaucoup la conclusion, Salman. Non, j'aime beaucoup. On va garder ça. Mais justement, en tant que citoyen, moi, c'est une vraie question. Comment s'assurer de la crédibilité des gens qui parlent justement du sujet? Très clairement, je peux très bien faire confiance à 100% à l'État ou faire confiance à quelqu'un qui poste quelque chose sur YouTube, qui met un article. Voilà, à un moment, on a trop plein d'informations. Comment on s'assure de l'information? Quelle est la vraie information? Comment c'est aussi ça. En même temps, on est noyé sous de l'information à travers des réseaux sociaux, des médias, différents médias. Comment aujourd'hui on peut assurer à un citoyen que on peut pas, on peut pas assurer au citoyen quoi que ce soit. Je pense qu'il faut maintenant faire preuve de bon sens. C'est simple, faisons preuve de bon sens. Si le bon sens nous permet d'avancer, avançons. Si le bon sens nous dit, les gens savent qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Un parent sait ce qui est grave pour son enfant. Vous allez faire un parent tester un enfant alors que l'enfant n'est pas malade. Vous n'avez pas la grippe, vous allez faire un test de grippe. L'enfant n'est pas malade. Pourquoi il va aller tester son enfant? Ça n'a aucune logique. C'est juste une question de bon sens. Si on fait preuve de bon sens, eh bien on avancera. Si on ne fait pas preuve de bon sens, on est là à écouter comme des bœufs, à suivre tout ce qu'on dit, eh bien voilà, on sera des bœufs.
Et ce bon sens, c'est aussi, à un moment donné, il faut que la vie culturelle reprenne. Il faut cesser. Moi, quand je vois, on a donc fait venir, on a eu nos plages qui étaient remplies. D'ailleurs, on va commencer d'abord, les gens étaient dans des avions, les uns assis les uns à côté des autres pendant 8 heures de temps. Pas 1 mètre d'écart. Voilà, mais donc tout ça s'est passé et on a vu que ça n'a pas eu d'influence. Il n'y a pas eu. Tout le monde m'a dit, ça va exploser parce qu'on est en train de faire rentrer, ça n'en a pas eu. Donc quand je vois qu'on a pu avoir des milliers de personnes sur des plages, qu'on a pu avoir des centaines de personnes dans nos restaurants, etc., je n'arrive pas à comprendre à côté pourquoi nous n'avons pas eu Joie Tradition, pourquoi nous n'avons pas eu les Chantés Noël, pourquoi aujourd'hui on n'a pas de carnaval, pourquoi aujourd'hui la rectrice interdit aux enfants à l'école de faire un petit carnaval dans la cour de l'école. Exact. Alors qu'ils sont là toute la journée entre eux. Mais ils peuvent jouer au foot, au ballon, enfin faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas faire un petit carnaval à l'école. Il y a quand même des décisions, à un moment donné, il faut vraiment que tout ça change et qu'on puisse continuer à avoir une vie normale pour que les générations futures ne soient pas dans un monde où on parle de choses qui étaient il y a un an. Il y a un an. On a aujourd'hui l'impression d'être dans un musée des fois quand on reparle. Mais quand je parle de boîte de nuit, de soirée, voilà, pour moi c'est lointain. Un déjeuner champêtre. Ah non, c'est lointain tout ça. Guillaume, la vraie question. Depuis quand un gouvernement, depuis quand un conseil scientifique, c'est mieux qu'une mère? C'est mieux que 2 parents, ce qui est bon pour ses enfants. C'est ça la vraie question. Je pense qu'il y a une co-construction. Parce que moi, je ne veux pas qu'on aille complètement à la défiance contre les scientifiques. C'est pas une question de défiance, c'est une question de logique. Il y a la logique, mais il y aura aussi cet aspect de défiance envers les scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ont voulu mélanger politique et science. Qui fait qu'on a des médecins maintenant qui sont plus des chargés de communication du gouvernement. Pour une partie. Pour une partie. Parce que les autres, on les a mis de côté et on leur a interdit de soigner. Clairement. Il y a eu que ceux qu'on a. Ils se battent entre les scientifiques. Il y en a pour, il y en a d'autres. Et quand ils sont trop contre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On les met en procès. Mais maintenant, il y a 2 types de scientifiques visiblement en France. Il y a ceux qui se présentent en tant qu'experts de leur discipline. Et il y a ceux maintenant qui se présentent comme n'ayant pas de conflit d'intérêt. Oui. Vous avez remarqué, chaque fois ils se présentent comme moi je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai pas touché d'argent. Voilà, j'ai pas touché d'argent des Même Talarmé s'est défendu d'avoir des conflits d'intérêt. Le directeur du centre de l'Institut Pasteur. De l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Quand je l'ai eu en radio, là, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Tout le monde se défend. Non, mais on est sur un drôle de... On vit des choses particulières et il faut que ça s'arrête. Franchement, il faut que ça s'arrête. Et je répète, en Guadeloupe, on vit ça parce qu'on n'a pas de représentation politique. On n'est pas représenté politiquement. Je suis désolé, mais on n'a pas de représentation politique. Alors, ils ont beau jeu de dire c'est le sens de la responsabilité. Vous comprenez, c'est une maladie, on ne peut pas jouer avec ça. Ça, c'est le mot bateau, d'accord? Un responsable politique, ça discute avec l'État, d'accord? Ça dit à M. Macron, ici en Guadeloupe, à 31 degrés à l'ombre, je ne suis pas sûr que ton virus il circule pareil. C'est ça que je voulais entendre. Quand Vial Collet, je reprends, il était la star ce soir, mais quand Vial Collet dit vos chiffres scientifiques ne me justifient pas de raison pour ne pas remplir les avions et faire tourner mon business, d'accord? Quelle politique qui dit vos chiffres scientifiques ne justifient pas que vous gardiez ma population sous cloche? Où sont-ils? Et c'est ça, le gros problème, c'est ça. Que vous m'interdisiez d'aller à la plage le week-end et de faire un petit rassemblement en famille, quoi. Ils ont été en concert, ils ont été tous d'accord en décembre pour annuler tout ce qui était manifestation, Joie Tradition, Chanté Noël et tout. Et aujourd'hui, on ne les entend pas. C'est pas encore une fois, on dit toujours on tombe sous les politiques, mais quand même, ils le cherchent. Ils le cherchent. Moi, sincèrement, il y aura beaucoup de comptes à rendre après, quand on regardera a posteriori. Ils ne rendront pas les comptes, ils sont déjà en campagne, ça continue comme ça. Donc j'espère que des gens sensés vont se lever pour... Mais qui de sensé, si ce n'est le concitoyen lui-même? Il faut que les citoyens aient au pouvoir s'investissent en politique. Je pense que ça ne va pas tarder. On risque d'avoir des listes qu'on n'a jamais vues aux prochaines élections. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et à l'instar, effectivement, du travail que Sentinelle Guadeloupe fait, puisqu'on vous rend hommage quand même pour le travail de vulgarisation de l'information que vous faites. Ils sortent énormément de documents et il vous suffit en fait de recouper l'information. Le travail journalistique, c'est pas compliqué. C'est avoir plusieurs sources différentes et recouper de l'information. Mangez-en, jusqu'à
jusqu'à ce que vous vous fassiez votre propre opinion, une opinion logique et rationnelle de préférence, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Merci encore, on se retrouve demain à 19h pour un prochain Focus. Une excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Merci. Bisous, bisous.